Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à la faveur donc de votre tribune, le décryptage de la semaine avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mercredi dernier, vous avez, grâce bien évidemment à votre disponibilité, permis à nos téléspectateurs d'avoir quelques précisions par rapport justement au processus électoral, par rapport à un certain nombre de choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous revenons sur certaines précisions, Agapit Napoléon Maforican, notamment cette précision concernant les attributions à la Commission électorale nationale autonome et la Cour constitutionnelle concernant donc la proclamation, la publication des résultats provisoires. Quelle compréhension devrait-on avoir justement de ces rôles partagés donc par la Cour constitutionnelle et puis la Sénat? Monsieur Omiad, non, il ne s'agit pas d'un nouveau développement, il s'agit juste de faire quelques précisions, d'autant que le mercredi, lors du décryptage spécial, la question avait été soulevée par rapport aux résultats provisoires que proclamait la Sénat et la Cour constitutionnelle également après. Donc, je pense que avec les quelques précisions que j'ai eues des personnes proches du dossier, d'honorable, c'est que en fait, il n'y a pas d'erreur, hein, selon ce que j'ai eu comme information. En clair, la Sénat, l'article 15 et donc du code électoral de 2019 parle bien de publication des résultats provisoires. Donc la Sénat fait les compilations et publie les résultats provisoires de l'élection, notamment du duo présidentiel. L'article 16 précise que publie ces résultats provisoires et transmet à la Cour constitutionnelle pour publication des résultats définitifs. Mais en fait, la Constitution, lorsque vous êtes dans les articles 142 et autres, vous voyez que donc la Cour constitutionnelle ne publie pas, la Cour constitutionnelle proclame les résultats. Donc la proclamation, elle est beaucoup plus solennelle. La publication est un acte normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une délibération, on ne délibère pas. Donc la Sénat reçoit, compile et rend public ces éléments qui sont provisoires. La Cour constitutionnelle les reçoit, fait les ajustements qu'elle doit faire au regard des attributions spéciales qu'elle a en la matière et conférées par la Constitution. Donc elle fait tout ça et elle proclame les résultats. Donc là, il y a une délibération, il y a des échanges, il doit y avoir des discussions. Or, à la Sénat, ils n'en ont pas besoin parce que c'est une publication. Même à 80%, ils peuvent publier. La preuve, cette année, ils n'ont pas tenu compte des résultats de l'extérieur, voilà, de certaines circonstances, notamment de l'extérieur. Ils l'ont fait parce que c'était leur attribution à ce moment-là et ils laissent la main à la Cour qui, elle délibère. Donc voilà. Donc la différence, c'est que la Sénat, donc il n'y a pas d'erreur, comme il n'y a pas de confusion non plus. Il y a la Sénat publique. La Cour constitutionnelle proclame. Donc, il faut donc retenir ces précisions. C'est important. Hein, c'est important. On retient simplement que la Sénat, quand même, par rapport aux élections communales, elle proclame les résultats. Définitivement. Oui, voilà. Elle gère le processus de résultats jusqu'à la fin. Tout à fait. Et la Cour suprême gère le contentieux. Exactement. Voilà la différence. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Et également, on revient quand même sur le vice-président. Aujourd'hui, nous avons une vice-présidente. On se demande justement si la vice-présidente devrait prêter serment. Est-ce que nos tests prévoient cela? Là également, par rapport, comme ce n'est pas des nouveaux dossiers, comme c'est par rapport à ce qu'on a dit mercredi, elle ne prête pas serment, on l'a dit. Et il y avait un peu de doute le mercredi. L'air clair, quand vous regardez la Constitution révisée, il n'y a pas de prestation de serment. La Constitution a fait recours au serment du président de la République. C'était déjà dans la Constitution du 11 décembre 1990. Ce volet n'a pas été retouché par la révision. Donc c'est le président de la République seul qui prête serment devant la Cour constitutionnelle. Et un serment reçu par le président de la Cour constitutionnelle en présence de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on n'est pas tenu de se retrouver sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, par exemple. On n'est pas tenu de se retrouver dans un stade. On peut peut-être, ça peut se faire au Palais des Congrès. Ça peut se faire à la présidence de la République. Ça peut se faire parce que c'est qui devrait être là, qui prend le serment du président de la République, le président de la Cour constitutionnelle. Devant qui? Devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. Nous n'avons pas encore de Cour des comptes. Si le président de la Cour constitutionnelle prend le serment, les membres de la Cour constitutionnelle sont là, il y aura l'Assemblée nationale, il y aura la Cour suprême. Tout à fait.
Voilà, cette nuance est donc le blim-blim qu'on observe. Non, on peut. À part de moi, ceux-là sont là. Il peut y avoir d'autres, des invités particuliers, le chef de l'État, le peuple, le corps constitué, pourquoi pas. Donc, ça peut être là, aux autres institutions de la République, comme on a l'habitude de le faire. Au fait, tel qu'on le faisait, est-ce que ça gêne quelqu'un? Je ne sais pas. Mais on peut revenir la tradition à une sobriété. Vous regardez en France, ça se fait au palais, à l'Élysée. Dans la grande salle, le grand chancelier de l'ordre national remet le collier de grand maître de l'ordre national. Avant, il le portait, il ne le porte plus. Le président Talon ne l'a pas porté non plus. Voilà, lui, il a changé également la date. Bon, c'est vrai que ça a suscité quand même quelques oui, mais bon, là, rien n'est il n'y avait rien qui était exigé en la matière. Donc, il a fait son choix et il n'a pas porté. Voilà. Donc, et après, le serment, on lui donne acte. Là-bas, il n'y a même plus de serment en France. Donc, dès qu'on le président du Conseil constitutionnel notifie qu'il entre en fonction et lui donne acte et le renvoie à ses fonctions. Et puis voilà, il sort pour recevoir les salutations de l'armée et après il remonte les Champs-Élysées. Voilà, donc ça c'est l'acte en France. Aux États-Unis, c'est une cérémonie beaucoup plus fastueuse. C'est l'appareil étatique qui est là, de manière très solennelle également, mais c'est beaucoup plus large. Des invités, un certain nombre d'invités. On en fait un bon spectacle, ça dépend de comment vous avez envie d'organiser votre fête. Donc le Bénin a toujours utilisé une manière. On va voir ce qui va se passer parce que là, le président Talon est dans les changements. On ne sait pas cette année si la chose va changer. On verra bien. Voilà. Voilà. On va finir nos précisions toujours par le mandat présidentiel Agapit Napoléon Maforicant, la Constitution donc révisée, l'a également précisé, et donc à l'article 157-3 de la Constitution révisée. Le mandat du président en exercice donc fini à la date de la prise de fonction du nouveau président, du président élu à 0 heure. Voilà, donc la Cour constitutionnelle en a tiré les conséquences. Ça veut dire quoi? Que le mandat du président en cours finit le 23 mai à 0 heure. Le mandat du nouveau président commence le 23 mai à 0 heure. En fait, nous avons parlé de minuit, mais si on devait dire minuit, ça va être le 22 à minuit, le 23 à 0 heure. Au fait, c'est un croisement. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. La Constitution a parlé du 23 à 0 heure. Et en fait, la Constitution a regroupé les deux en disant le mandat du président en exercice finit à la date de prise de service ou de prestation de serment du nouveau président à 0 heure. Ce qui est normal. Donc, le jour où il prend serment, dès 0 heure, il est déjà en fait, à la date d'entrée en fonction du nouveau président à 0 heure. Ça veut dire que le 23 à 0 heure, on a dit un nouveau président. Le 23 à 23h59, c'est celui qui a fini. À 0 heure, c'est le nouveau qui est là. C'est juste, voilà. Donc, ça fait la nuit. Alors, entre 0 heure et 7 heures, il ne faut pas que quelque chose se passe. Et que bon, voilà, quoi. Sinon, qui a le pouvoir en ce moment-là? Bon, alors qu'avant d'entrer en fonction, il faut bien prêter serment. Tout à fait. Voilà, donc. En tout cas, on a trouvé quand même le palliatif pour. Non, dis-le que, bon, vous savez, parfois, ces choses nous échappent. Mais le juriste ou le consultant ou l'analyste peut s'interroger, voilà, entre le 23 à 0 heure et le 23 à 10 heures peut-être, ou bien à 7 heures où ça va se faire, peut-être par l'action, disons, symbolique entre les deux présidents, sortant ou entrant. Bon, il n'y en aura pas en 2021, il y en aura en 2026. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la manière du pouvoir? Voilà la question. Exactement. En tout cas, c'est une question qui reste posée quand même. Voilà. Voilà. Agapit Napoléon Maforicant, maintenant on va parler quand même de nos plateaux. Jean-Roger Aoyo, qui était donc l'invité de Angèle Toboula sur l'entretien du dimanche. Il était donc question de la gestion du pouvoir après la victoire, globalement. Il a parlé globalement, pas du pouvoir de Patrice Talon, pas la gestion de ce pouvoir. Il a parlé de la gestion du pouvoir, donc de comportement des cadres. C'est tout un mécanisme. C'est des états d'âme, c'est des états d'esprit, c'est des situations à gérer. Donc, il ne s'agit pas de s'appesantir. Et il n'a pas fait de s'appesantir sur l'actualité, sur le cas 2021-2026, non. Mais lui, il a été directeur de cabinet du Premier ministre, Michel Fadjadjane Soglo, et il a été
à la gestion du premier quinquennat, donc du seul quinquennat d'ailleurs, du président Alexis Fastoglou. Il connaît. Il a été d'autant plus associé que vers la fin de la gestion, il en a parlé d'ailleurs, il était plus totalement d'accord. Mais bon, disons que de 91 à 96, où le président Fastoglou a été aux affaires, il y a quand même eu des situations. D'accord. Vous les avez rappelés d'ailleurs sur ce plateau. Entre le moment où il a gagné les élections avec une large coalition et au moment où ça a commencé par s'effriter progressivement, il y a eu des situations. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer les intérêts, il faut gérer les hommes, il faut gérer les états d'âme, il faut gérer des situations parfois qu'on n'a pas vu venir et parfois qui vous échappent. Voilà un peu, disons que c'était un retour un peu dans les réflexes de gestion de pouvoir, dans les velléités d'être associé. Parce que, Romuald, ne nous l'aidons pas. Lorsque vous êtes militant, c'est pour être associé à l'exercice du pouvoir d'État. Lorsque vous êtes parti politique, c'est pour aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Il n'y a pas autre chose. Donc, à partir du moment où vous êtes associé à un pouvoir qui gagne, naturellement, vous attendez à exercer. Or, il se fait que les attentes parfois dépassent les disponibilités. Et parfois, ou bien les velléités ne rencontrent pas toujours la volonté de celui qui détient le pouvoir et qui vous offre des possibilités d'exercer. Et donc, et peut-être les profils également des soutiens ne répondent pas forcément à ce que l'on veut, par exemple. Dans la gestion de la République, il y a tous les profils. Donc, si le chef veut de vous, votre profil peut répondre à quelque chose, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un diplôme pour être ministre. Il n'y a pas un diplôme pour être DG. Il n'y a pas un diplôme pour être, je ne sais pas. Il faut exiger quand même un minimum. Non, enfin, on ne vous donnera pas ça au balayeur de rue. On nettoie de la surface. Non, c'est pas ça. Mais il y a quand même un niveau minimum. Mais le problème qui se pose, c'est que le chef a le choix entre plusieurs profils. Pas que profil, a plusieurs décisions, a plusieurs hommes, a plusieurs dossiers. Regardez, actuellement, nous avons le médiateur de la République qui n'a pas été remplacé. Nous avons les préfets qui n'ont pas été remplacés. Mais qu'est-ce qui vous dit, moi je ne suis pas au cœur du pouvoir, que ce n'est pas parce que le chef n'a pas peut-être voulu se lancer dans une négociation ou bien créer des frustrations inutiles. Qui vous dit que ce n'est pas peut-être pour ça que les situations sont laissées comme ça? Moi, je ne sais pas. Mais ça peut être ça aussi. Parce que lorsque vous voulez nommer un ou deux, et vous avez 200 dossiers, 300 dossiers, vous êtes confus. Vous êtes confus. Bon, vous pouvez nommer qui vous voulez et puis personne ne vous demandera les comptes. Mais après, ça peut, parce qu'il y a quand même des amis, peut-être proches, des dossiers auxquels vous êtes bon, ok, d'accord, ça peut attendre. Et puis, comme ça tourne, voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a, je ne dis pas que c'est ça, je ne suis pas au cœur de la gestion, mais je dis que ces situations sont c'est ça, c'est un peu ce qui arrive un peu dans la gestion du pouvoir. Après la victoire. Après les victoires. Et ça crée des frictions. Ça crée des frictions. J'ai vécu d'une certaine manière en tant que journaliste, mais en tant que proche d'homme politique, j'ai vécu la situation 96-2001. J'ai vécu 96 à 2001 et je dois avouer que ce n'est pas facile. Même pour un Mathieu Kérékou suffisamment aguerri, ça n'a pas été facile du tout. Parce qu'autour de lui, il y avait des dinosaures. Adrien Ouedi, Bruno Amoussou et Jérôme Sakakina, qui encore Félix Fabon. À l'époque, c'était des noms qui comptaient. Tout à fait. Et ça compte, beaucoup comptent encore aujourd'hui. Mais c'était eux, où la gestion du pouvoir était autour d'eux. Et ce n'était pas facile. Et autour d'eux également, il y a d'autres soutiens. Non, mais quand vous sortez ces noms, mais vous avez déjà la classe politique globalement du Bénin. Parce que bon, il ne manque que la RB, qui elle était dans l'opposition. Voilà, donc il y avait la RB, ses soutiens, ils étaient au Parlement, 28 députés globalement, 28 députés sur les 82 qui avaient à l'époque, parce qu'il y avait un poste qui n'a pas été comblé. Donc il restait 28 sur 82, mais tous les autres députés étaient acquis au pouvoir Kérékou. Mais à l'interne, c'était difficile à gérer. Donc, chamaillement, très difficile. Ça a tangué, ça n'a tenu que 2 ans.
Ça n'a tenu que En tout cas, on reviendra hein, sur cet aspect-là, sur ce sujet, puisqu'on on va l'évoquer, Agapit Napoléon Maphorican. Mais aujourd'hui, nous sommes à la 3e donc, élection. Quand on regarde donc, des nouveaux tests que nous avons eus pour les élections. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, Agapit Napoléon Maphorican, que justement, les réformes sont acté, c'est fini cette 3e élection, ou du moins l'élection présidentielle, acté fondamentalement les réformes. On peut dire je pense avoir déjà dit hein, dans la semaine que ce qui fait le génie de Patrice Talon, c'est justement parce qu'il a maintenu le rythme des réformes malgré les problèmes que ça a causés. Malgré ces problèmes qui sont des problèmes inhérents à ce type de situation. Et donc, il n'a pas reculé face à la pression, même dans son propre camp, des pressions des gens qui ne voudraient, enfin des soutiens de base à lui, mais qui ne comprennent pas qu'on puisse fonctionner. Des gens qui pensent que la démocratie a été totalement mise en veilleuse, tout simplement parce que certains n'arrivent pas à suivre le rythme. Je pense que lorsqu'on a terminé cette élection présidentielle, oui, on peut dire que les réformes sont actées. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire d'aller aux élections avec un seuil de représentation ou de représentativité au niveau des suffrages obtenu. C'est-à-dire qu'avant d'avoir accès au partage des sièges, oui, il faudrait encore atteindre un seuil au niveau national, un seuil de suffrage de 10%. De 10%. Ça, c'est important. On aurait dit il y a 5 ans qu'on le ferait et beaucoup auraient dit c'est impossible. Ici, c'est le Bénin, on l'a fait. On l'a fait, on a réformé le système partisan. Ça, c'est également important. En début 2019, c'était difficile d'imaginer qu'on irait aux législatives dans les conditions des nouveaux tests. Il y en a même, et pas des moindres, comme Robert Dossou, qui préconisait qu'on retourne aux anciens tests. C'était inimaginable. C'est ubuesque. Ubuesque parce que j'ai jamais entendu qu'on ait promulgué une loi publiée, donc une loi qui a une existence physique et matérielle, donc qui crée un acte juridique nouveau qui est créé par cette loi. Et qu'on dit non, on la laisse et on retourne aux anciennes lois. Parce que celle qui est là a des difficultés à être appliquée. J'ai jamais entendu ça. Et pourtant, mais bon, peut-être que je suis très jeune. À 50 ans, si tu es très jeune, je ne sais pas si à quel âge vous êtes. Donc, je pense quand même que pendant plus de 35 ans, j'ai suivi quand même les choses. Et je ne pense pas que à cet âge, j'ai raté beaucoup de choses de ces 35 dernières années, 40. Donc, du coup, qu'on me dit qu'on retourne, qui est encore professeur de droit, ancien doyen de faculté de droit, ancien président de cour constitutionnelle, dit on retourne aux anciens textes. C'est pas vrai. En fait, ça vous a choqué. Mais c'est choquant. On est en plein processus électoral. Ça veut dire quoi? Un processus électoral dans lequel le chef de l'État, le gouvernement n'a pas la main. On demande au gouvernement. Bon, on estime toujours que le gouvernement a la main. Oui, mais c'est les mêmes qui parlent d'ingérence, de séparation du pouvoir, mais c'est les mêmes qui viennent dire ces choses. C'est ça qui est bizarre. Donc, je pense que ça va rester comme l'une des bizarreries de ce quinquennat, qu'on demande au président de retourner aux anciennes lois. Qui va prendre la décision? C'est d'abord ça. C'est les parlementaires. Or, Robert Dossou, lui-même, en 2010, lorsque les députés voulaient refuser l'usage de la LEPI, ils ont voté une loi portant abrogation de la loi sur le RENA. C'est la Cour constitutionnelle qui le présidait, Robert Dossou, donc qui le présidait, qui a dit jamais vous ne pouvez pas agir devant la majorité, l'élection se fera avec la LEPI. Et ainsi de suite. Alors donc, c'est trop bizarre que quelques années après, ils reviennent un peu sur ça. C'est comme un embrouillamini total dans l'élite. C'est comme je vous l'ai dit, ça va rester comme l'une des bizarreries de ce quinquennat, par exemple, de la part de notre classe politique. Donc, voilà déjà une situation. J'ai entendu, dans la foulée, on a demandé au président de prendre des ordonnances. Mais attends, rien n'est bloqué. Des gens sont en retard, des gens n'arrivent pas à suivre les rythmes. Et on lui dit donc de mettre en veille les textes en application et de prendre des ordonnances. On a dit, mais si tu ne le prends pas, le pays va tomber. Donc pour ces personnes-là, il faut préserver la paix, la cohésion sociale, la cohésion nationale. Du coup, quelle est la place de la loi dans un état de droit? C'est pas quand vous avez la difficulté, vous retournez. Donc, on veut faire du chef d'État le gourou, un gourou politique national, un gourou qui peut toucher à tout, qui peut tout remettre en cause. Et c'est les mêmes qui parlent de séparation du pouvoir. Qui n'a pas de contre-pouvoir, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça. Et quand ça, on dit, toi, tu as toutes les cartes en main. Donc il faut bien qu'on règle cette question. C'est une bizarrerie nationale qui veut qu'on donne tout au chef de l'État et après qu'on l'accuse de tout contrôler.
C'est les mêmes. Alors, donc là également, c'est important. 2019, on a pu expérimenter la réforme. Regardez, ceux qui ont pesté contre cette loi, sont les mêmes qu'ils ont adaptés. On avait à peine 5, je ne sais pas combien on avait comme parti en 2019, lorsqu'on a le législatif, 7. Aujourd'hui, on a 15. Au moins. Tout à fait. On a 15. Donc, et les textes n'ont pas changé au niveau de la réforme du système partisan. Ça veut dire quoi? Que ça, c'est le succès du courage des députés de la 7e législature, du président de la République et des députés de la 8e législature. Je pense qu'on gardera que ce quinquennat aurait permis vraiment d'aboutir à cette grande innovation. Il y a sans doute encore des choses à parfaire, mais on a atteint cette innovation, ces innovations qui peut me permettre de dire, effectivement, ces réformes-là sont actées. Prenons la présidentielle maintenant. On a dit non, parrainage, c'est ci, c'est ça, non. En fait, le parrainage n'aurait créé aucun problème s'il n'y avait pas la situation créée en 2019. Donc, si tout le monde était représenté, tous les courants possibles étaient représentés à l'Assemblée, de par leur taille, de par leur importance, telle que le peuple leur a accordé ces suffrages, le problème ne se poserait pas. Parce que la gouvernance, c'est les mêmes Béninois. Le peuple, il est le même, il change selon les expériences de vie, la mort, les naissances, la majorité. Et chaque fois qu'il y a élection, c'est pour permettre au peuple de rétablir des équilibres, de confirmer des élus ou de les renvoyer. Alors, si on avait eu tout le monde, le parrainage en 2021 n'aurait pas aussi été tant problématique. La FCBE, dans sa version 2019, avec des élections, ils auraient peut-être une trentaine de députés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils en compteraient quand même. Et puis les communales... Voilà. Et donc, avoir 16 parrains n'aurait pas créé un problème à leur niveau. Donc, ils n'ont pas touché quand les gens attaquent le parrainage. On dit non, parce qu'il y a un parlement monocolore. En fait, on prend une situation purement conjoncturelle et on en fait une considération, on en fait un élément important d'analyse d'une situation qu'on crée de manière structurelle, qu'on crée dans le durable. La situation de 2019 et notre parlement d'aujourd'hui, c'est une situation accidentelle. En 90, au sorti de la conférence nationale, au Haut Conseil de la République, qui était à la fois Parlement de transition et Haut Conseil, il n'y avait pas d'opposition. Ils discutaient, mais il n'y avait pas d'opposition. Donc, on était comme dans un régime de parti unique. Le président Soglo était le chef de l'exécutif, Kérékou était le président de la République, mais c'est le président Soglo qui présidait le Conseil des ministres, qui était le chef de l'exécutif. Les lois, c'est lui qui était censé de les voter. Le président de la République était simplement le garant. Alors, bon, on pouvait comprendre parce qu'on était quand même aux quelques années après donc ce changement-là au Bénin. Non, quel changement? On n'était pas allé au référendum pour valider les gens. Personne ne les avait élus. Je le dis toujours, personne ne les avait élus. C'est des situations conjoncturelles. Ils ne tenaient leur légitimité de personne. Ils tenaient simplement leur légitimité de la situation de confusion, du coup d'État créé par le gouvernement président Kérékou le 7 décembre, qui a fait qu'on n'avait plus de constitution réellement applicable, et donc il fallait rebâtir l'État. Et eux, ils étaient là, au bon moment, au bon endroit, au bon profil, et donc, mais ils n'étaient mandatés par personne. Et donc, comme je le dis, ils ont pu gérer l'État sans contradiction. Et la Cour constitutionnelle de transition a fait 3 ans. Alors que c'était prévu 1 an. Pour 1 an, voilà. Donc c'est pour vous dire qu'une opposition n'est exigée nulle part. Il exige simplement la latitude lors des élections qu'on permette à tout le monde d'y aller. Que tout le monde soit soumis aux mêmes conditions de loi. Donc, de manière impersonnelle, que les lois soient faites pour tout le monde et qu'on permette à tout le monde et qu'on l'applique de la même manière à tous. Et dans les conditions données, en 2019, la loi a été appliquée dans les mêmes conditions à tous. Mais que les gens n'aient pas pu s'adapter, c'est un autre problème. Donc, vous comprenez, quand on fait le point, la question du parrainage était une fausse question. Ou bien elle a été mal abordée par ceux qui voulaient pas du changement. Tout simplement parce que, étant bloqués, ils auraient pu poser le problème clairement. Nous voulons. Comme les FCBE l'ont dit, nous irons négocier. On aurait dû entendre les démocrates. Oui, mais nous devons y aller. On n'a pas pu aller aux élections, mais nous voulons notre parrainage. Ils auraient pu dire ça.
qu'ils auraient mis une pression sur les gens de sur la majorité. Ils ne l'ont pas fait. Et ils se sont retrouvés dans le cadre. Donc, voilà, de manière globale, j'ai refait un peu, j'ai jeté un regard sur les différentes réformes pour montrer comment elles ont pu être implémentées aujourd'hui, où on peut se réjouir de les avoir, expérimentées. Vous savez, au niveau international, personne ne peut attaquer ces réformes. Vous avez regardé les Américains, il y a beaucoup de communiqués de l'ambassade des États-Unis, il y a le département d'État cette semaine qui a... Tout à fait. Mais quand vous lisez, c'est des déclarations de principe. Il raffirme certaines positions de principe, mais il ne peut pas oser aller plus loin. Je dis oser aller plus loin, parce que c'est nos tests et ils répondent à nos valeurs du moment, ils répondent à la volonté du peuple béninois. Aujourd'hui, ça peut changer demain. Puis c'est une affaire de majorité qui change. Donc, vision. Donc, c'est nos tests qui répondent globalement aux standards internationaux. Il n'y a pas raison de nous imposer un modèle. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis, c'est à l'avantage du chef de l'État et des députés qui ont conduit le processus et qui nous ont permis aujourd'hui de montrer, de savoir qu'on peut changer les choses pour peu qu'on le veuille, qu'on s'arme de courage et d'abnégation. Très bien. Agapé Napoléon Mafori, quand vous aviez toujours rappelé que nous étions ou que nous sommes dans une transition, est-ce que justement, toujours dans cette phase de transition, il ne pourrait pas y arriver qu'on puisse quand même chercher à parfaire certaines choses, modifier certaines choses dans ces réformes que nous avons quand même entreprises? Je dis, aucune œuvre humaine n'est perfectible. Moi, par exemple, j'avais un souhait, c'est que le vice-président, par exemple, puisse faire un serment. Serment d'allégeance au président de la République et serment de respect, effectivement, donc de disponibilité pour servir la République selon ce que le chef d'État lui confiera. Mais, puis, ayant été élu, à mon humble avis, il est important que à cette cérémonie, le vice-président ne soit pas l'ombre du président. Puisqu'il va lui confier des tâches à l'international. Il va lui confier des tâches. C'est lui qui sait ce qu'il va en faire. C'est lui. Il est donc, tout au moins, un serment d'allégeance. Avant que lui, ou bien lui prête d'abord son serment, et le vice-président fait le serment d'allégeance. Parce que dès qu'il prête le serment, il devient, et donc il a la qualité maintenant, on lui donne acte de son serment. Donc il a la fonction, il est dans l'exécutif de la fonction, il a la plénitude de la fonction. Et il a la plénitude de la fonction. Et donc, le vice-président peut lui faire allégeance. Voilà, peut lui faire allégeance. Peut-être on pourrait voir dans ce sens-là. Au niveau du parrainage, par exemple, je pense qu'également, il faut peut-être régler au regard des questions de débauchage auxquelles on a eu droit. Je pense qu'il faudra peut-être que le constituant ou le législateur essaye d'encadrer peut-être... Ou d'expliquer un peu plus. D'encadrer la question du parrainage, à mon avis, de l'encadrer. Oui, peut-être de l'expliquer, mais c'est la même chose. Essaye donc de gérer ça pour que... ça ne donne pas lieu parce que, comme je l'ai vu, le président Talon, là, tout le monde est docile. C'est bien. Beaucoup le soutiennent, donc c'est plus facile, peut-être, parce que sa personnalité, son autorité, son charisme, son leadership, tout ça. Mais après, comme c'est bâti dans du durable, il faudrait peut-être faire en sorte que les questions de débauchage, notre niveau de maturité n'est pas encore aussi approfondi pour qu'on ait confiance, même à notre élu. Je suis désolé pour qu'on ait confiance. L'élu, on est du même parti, il est élu, après il va dire au fait, bon. Et ce qui s'est passé pour la présidentielle, où les gens ont été démarchés, ils sont allés à Lomé, au moment où ils partaient, bon, ils ont dit qu'ils ont informé. Ils ont informé le parti. Mais le peuple, on n'a pas appris, nous, ils sont nos élus. Ils sont nos élus. Ils devraient rendre compte, vous voulez dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quelqu'un aurait quand même pu dire, bon voilà, j'étais, voilà, bon, dans le cadre de mon mandat. Enfin, vous voulez dire qu'il y a de la transparence Un peu, je ne sais pas, peut-être. C'est des idées. Donc, ça aurait été plus ouvert parce que, d'autant que le même parti avait une autre communication, disant qu'ils sont contre le parrainage. Donc, quelque part, je pense qu'il faut peut-être réanalyser. Moi, je suis pour qu'on maintienne le parrainage. Je suis pour qu'on le maintienne, juste qu'on l'encadre pour éviter certaines dérives
mercantilistes et autres. À mon avis, c'est important. Voilà, vous parliez donc des élus, des Béninois. Je vous poserai donc la question agapée de Napoléon Mafori. Oui, avec ce quinquennat qui s'achève, on est en train de constater qu'on a pris quand même, on est en train de nous habituer peu à peu à la gouvernance, à la rigueur, à la ténacité, à un certain nombre de choses. Est-ce que véritablement les Béninois ont changé? Ou Patrice Talon nous a changé? Je pense que oui, la gouvernance Talon ces 5 dernières années a changé beaucoup de choses. Mais est-ce que dans le mental, tout le monde a changé? Pas évident. Je suis plus convaincu que dans l'administration, les gens savent désormais que s'ils touchent à la chose publique, ils seront pris. Donc déjà, la peur des gendarmes est le commencement de la sagesse. Bon, dit-on. Donc du coup, on peut déjà s'appuyer sur ça pour dire au moins ces choses ont changé. Hein, ces choses ont changé. Les Béninois sont devenus un peu plus rigoureux sur ces questions-là. Pareil, par ailleurs. Nous avons fait 3 élections dans le sens de la rigueur où l'argent a très peu circulé. Ça, c'est une constance si elle est maintenue. C'est vrai que beaucoup s'en plaignent quand même. Exactement. L'argent, même les médias s'en plaignent. Parce qu'avant, c'est des contrats. C'était des occasions, des occasions pour que les médias. Voilà. Donc, ces élections, pratiquement, il n'y en a pas. Il y en a pas eu du tout. Bon, quelques rares cas, mais pas vraiment. Donc, c'est dire quoi? C'est les porte-à-porte. Déjà, quand on a parlé du taux de participation, on a parlé de la peur de certains électeurs. Oui, il y a eu la peur. Il y a eu du fait que certains n'ont pas vu leur candidat. Mais il y a surtout que les porte-à-porte n'ont pas marché. Parce qu'on aimait les samedis avant dimanche. Parce que les samedis avant dimanche, les gens, il y a l'argent qui circulait. Et l'autre qui se dit, mais pourquoi? Mais 1000 francs pour aller voter? Pas parce que... On ne me donne pas 1000 francs pour voter pour Inks. Mais les 1000 francs me permettent au moins de perdre 2 heures ou 1 heure à faire du rang et aller voter. Et donc, dit que bon, moi-même, j'ai pris ma part parce qu'après, eux seront élus. C'est eux qui feront les chefs pendant le temps là. Donc, moi, je prends ma part. Il y a cette habitude qu'on a mis dans les pratiques depuis 30 ans, où les gens attendent ça. Les porte-à-porte, les porte-à-porte, les petits billets neufs, les coupures, les momos, comme on le dit, les flous, donc, tout ça, parce qu'avec le développement donc, de ce système de transfert d'argent, les momos ont fonctionné, ils fonctionnent. Ah ouais, moi j'attends mon momo. C'est ça. Donc, ces pratiques ont évolué. En tout cas, ont été suffisamment canalisées, merci. Elles ont été canalisées. Elles n'ont pas eu lieu vraiment. Moi, j'ai eu des élus qui se sont plaints. On n'a même rien eu pour les campagnes. On ne nous a rien donné. Mais la question est qui va donner? Ah oui, mais le duo Talon. Tout à fait, ils sont candidats. C'est un candidat. On dit non, mais attends, vous soutenez le duo. Quand le duo va gagner, vous allez aspirer à des responsabilités. Non? Et pourquoi vous voulez que ce soit le duo qui donne l'argent? Mais c'est ça le problème. L'électeur. Et l'électeur de Porto Novo qui aspire à une ville meilleure et encore meilleure. Le chef d'État, pendant la campagne ou bien lors de sa tournée de révision de compte, a dit qu'il n'y a encore rien, que Porto Novo verra plus. Mais normalement, lorsque vous entendez ça et vous y croyez, mais vous sortez massivement pour aller voter. Ça devrait être ça. Ou alors l'autre qui a dit, je veux faire la transition, je veux faire un mandat de transition. Vous êtes d'accord, vous sortez pour aller voter. Mais ils attendent qu'on mette l'argent. Et ça a manqué. Ça a joué sur le taux de participation. Et ça jouera en 2023. Même si tous les partis participent, même si Bolignaï participe aux élections législatives, même s'il participe, même s'il n'y a pas de violence, il y aura moins de votants si l'argent ne circule pas. Parce que c'est des habitudes. Les gens disent, mais comment se fait-il que dans telle ville, mais je sais, moi je sais l'investissement du maire de Cotonou. Pour faire sortir les gens. Son investissement personnel. Je parle de... Moi, j'ai voté à Porto Novo, mais je suis à Cotonou. Mais je connais son investissement personnel. Mais vous allez regarder les scores. Pas parce qu'il n'a pas... Lui, il a fait. Il a fait mouiller les maillots à d'autres. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Calavi quand même. Regardez Calavi. Vous avez écouté le maire de Calavi. Il est totalement déçu. Il est déçu au point d'en accuser ses amis de d'autres partis. Mais là n'est pas le problème. Il faut peut-être aller plus loin. C'est vrai que certains n'ont pas mouillé le maillot. C'est vrai qu'il y a des divergences
entre les partis, même de la majorité, on reviendra peut-être là-dessus. Mais il est évident que si l'argent avait circulé, si les porte-à-porte avaient fonctionné, si les 1000 francs, 2000 ont été circulés, ont été porte-à-portés, c'est sûr que les gens seraient plus sortis ce jour-là. Et c'est là l'une des pratiques qu'il faut maintenir. Je pense qu'il faut en finir. Et donc c'est un acquis qu'il faut renforcer. En tout cas, c'est un processus. C'est un acte. En tout cas, c'est un cours. C'est un cours. C'est heureux qu'on le maintienne. Que l'électeur sache qu'il n'a rien à espérer que les perspectives d'un meilleur développement. Il n'a qu'à écouter les candidats. Il n'a qu'à aller voter parce que c'est un devoir pour lui. Parce que tel candidat a proposé des choses et lui, si 2 ans après, il revient pour une autre élection et ce qu'il a proposé, il n'a pas vu le sanctionner dans les urnes. Et donc, progressivement, les urnes vont refléter réellement l'état d'âme des populations, de l'électeur. Et les élus également se sentiront beaucoup plus engagés par les promesses qu'ils font. On a écouté, quelqu'un a dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Non, les promesses n'engagent pas que ceux qui y croient. Ailleurs, les promesses vous engagent. Et donc, si vous ne les réglez pas, on les voit dans le sondage. Et lors des élections qui suivent, on voit. Donc, il faudrait qu'on en arrive là. On ne peut en arriver là que quand c'est vraiment l'électeur concerné, engagé, déterminé, qui sort pour aller voter. Et c'est ça qu'on a commencé. On s'est plaint tôt. Moi, je pense qu'il faut commencer par 15% des suffrages, de taux de participation. Et c'est les vrais électeurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Bénin ne disparaîtra pas. On a 15% aujourd'hui, on aura 20% demain. Dans 30 ans, on aura peut-être 30%. Dans 100 ans, on aura peut-être 60%. Mais le Bénin se poursuit. La construction, elle est permanente. Donc, nous, pourquoi on veut que tout se règle par... Alors, comme je l'ai dit, les Daoméens des années 40, 50, 60 ont pu bâtir une partie, ont eu des rêves. Nous poursuivons ces rêves. Eux ne le voient plus. Hein? Donc, on ne peut pas espérer, on ne peut pas attendre, penser que tout doit se régler de notre temps. Mais il y a des pratiques vertueuses, il y a un certain nombre de postulats qu'on doit porter et que le chef d'État porte aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. L'argent dans la campagne, l'argent dans les élections. Regardez, nous avons financé nos propres les élections. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai eu la chair de poule. C'est la première fois que moi j'entends ça, depuis 30 ans. Que nous avons financé les élections. Avant, on est bloqué parce que l'État n'a pas l'argent. Et les partenaires de développement font du chantage pour mettre les moyens. Et en imposent. Parfois, j'ai même appris qu'il y en a qui demandent même à participer aux délibérations. Parce qu'ils ont quand même donné de l'argent. Ils ont mis de l'argent. Donc, mais quelle souveraineté pour un État que des partenaires techno-financiers participent à vos délibérations internes? C'est pas possible. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, mais ils mettent l'argent, ils veulent quoi? Ils veulent contrôler. Donc, nous avons financé les élections avec notre argent. Et maintenant, les élections, les campagnes sont déroulées normalement. Pas de gadgets, pas de la corruption électorale, les vivres, les si, tout ça s'est déroulé comme dans un État parfait, un État normal. On a fait des élections normales, maintenant il faut les maintenir. Donc, voilà des choses qui méritent d'être mentionnées et qui peuvent être poursuivies, renforcées. Et ce sera à l'actif de notre pays. Du pays, du président Patrice Talon, et donc de tous ceux qui croient en ce qu'il fait, tous ceux qui portent avec lui ces idées novatrices, ces idées de réforme. Très bien. En tout cas, Patrice Talon est trouvé comme un génie. Et vous savez, celui qui l'a dit, Martin Rodriguez, qui trouve que Patrice Talon est un génie puisqu'il a su canaliser un certain nombre d'expérimenter dans la politique depuis des années. On parlera de la vie des partis politiques, justement. Mais avant, vous avez rappelé, il y a quand même une échéance qui n'est pas loin, qui semble peut-être loin, mais qui est là quand même, les législatives de 2023. Donc, est-ce qu'en réalité, c'est fini pour que les acteurs politiques puissent appréhender justement ce qui notre pratique désormais, pour que
tout se passe bien en 2023 pour qu'il n'y ait plus de polémique, un certain nombre de chamaillons? En principe, il ne devrait plus y en avoir. Comme je l'ai répété dans la semaine, tout le monde connaît la loi aujourd'hui. Tout le monde connaît l'état de la loi, les conditions pour aller aux élections. S'ils ne le savent pas, c'est l'occasion d'aller lire la Constitution de 90, les articles révisés, le code électoral et la charte des partis politiques. Voilà un peu les documents qu'ils méritent de lire pour comprendre un peu les conditions pour aller aux législatives de 2023. Et donc de s'y préparer. Voilà, ça c'est important. Donc personne ne vous écoutera plus si vous posez maintenant un problème d'une incohérence de la loi, parce que même incohérente, elle s'applique, puis elle s'interprète par le juge du contentieux. Donc le problème qui se pose, c'est que vous devez vous préparer aux élections. Mais ce qui va se passer en 2023 est plus sérieux, hein, parce que, comme je l'ai dit, c'était une transition. La phase la plus simple, comme ce fut 91, c'était en 2019. Lorsque vous démarrez le changement, c'est ceux qui captent bien le message et qui sont les premiers à l'implémenter qui en profitent. L'UP et le BR en ont profité. Mais ils n'auront plus la même situation en 2023. Ils auront derrière eux la FCBE, tout au moins. Et peut-être les démocrates. D'autres partis qui se sont et légalement donc, pour eux, c'est un grand challenge. Pour eux, c'est un grand défi. C'est pour le peuple, c'est pour l'électeur, un grand moment qui va venir. Parce que on saura réellement l'assise de chacun. On saura le poids réel de chacun. Aujourd'hui, l'UP domine le paysage politique national. Exactement. Plus organisé, plus structuré. Le BR fait office un peu de petit poussé derrière, non moins organisé, mais avec son fonctionnement propre et fait son petit bonhomme de chemin. Eux, ils ont des élus partout. Mais il y a les autres. Les autres qui soutiennent qui sont de la majorité présidentielle. L'UDBN, qui ne dispose pas de le PRD, Moël Béné, FCDB qui a soutenu le chef de l'État tout récemment. Donc, alors quand on les prend, quelle sera leur situation en 2023? D'autant que les alliances ne sont pas autorisées. Le PRD, quel mieux elle peut faire? Même si elles doivent fusionner, il faut que ce soit un nouveau parti qui se crée. Avec qui? L'UDBN? Ça ne suffira pas trop. Ou le parti peut se fondre dans un regroupement comme le BR. Et l'UDBN n'a aucune envie de se fondre. Alors, Moël Béné, bon, Moël a rallié l'UP lors des élections communales. Mais Moël existe toujours comme entité politique autonome aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2023? Est-ce qu'ils vont pousser plus loin pour se fondre? Je pense qu'ils ont intérêt. Il y a des partis qui ont intérêt à se fondre dans les autres. Sinon, les gens vont rester sur le carreau. Or, si vous restez sur le carreau en 2023, c'est que vous n'avez pas votre chapitre en 2026. C'est-à-dire que 2023 va conditionner 2026, je l'ai dit. Et donc, comme on a vécu 2019-2021, on va vivre la même chose 2023-2026. Dès lors, il est important que la classe politique se ressaisisse très tôt. Parce que Patrick Talon a gagné. Quand vous dites très tôt, c'est dès maintenant. Après l'investiture? Non, pas du tout. L'investiture, c'est pour le chef de l'État. Le gouvernement n'aura pas 50 personnes. Le cabinet n'aura pas 1000 personnes. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, oui, nous avons travaillé, oui, Patrick Talon a gagné. Mais il ne faut pas que les gens aient dormi en faisant quelques apparitions dans les médias pour dire c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai quadrillé, telle a noyauté, telle zone, tel artisan majeur de la victoire du Talon, comme ça se voit dans les médias. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas eux qui ont gagné, c'est Talon qui a gagné. Ce n'est pas eux qui vont exercer, c'est Talon qui va exercer. Ce n'est pas eux qui feront les nominations, c'est Talon qui va nommer. Ce n'est pas eux qui vont... Donc, c'est de manière claire, il faut qu'ils comprennent que cette phase est terminée. Leur contribution est sans doute active, mais c'est terminé également. Si vous êtes ensemble, c'est pour bâtir dans le long terme. Et au regard quand même des performances antérieures, il faut compter désormais avec le parti FCBE qui a eu quand même 11,37% pour la présidentielle et des maires, 7 maires au départ. Non, pas que je vous l'ai dit, même les démocrates, ils sont un courant politique. Ils sont une vision. Ils sont un positionnement politique national. On ne peut pas les écarter. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Tout à fait. Les gens ont préconisé une situation pour eux, mais ça dépend des informations qui existent. Mais tant qu'ils sont encore là, ils sont là. Ils peuvent être
Ils ont même intérêt à y être. Vous ne pouvez pas être, la charte des partis politiques est claire là-dessus. Hein. Vous avez intérêt à participer à des élections. Donc, ce n'est pas que le FCBE. Les démocrates ont leur territoire. Ils ont leurs électeurs. Et là, tout ça, comme je l'ai déjà dit, ces élections nous permettront de connaître le poids de chacun. Le poids de chacun. Et donc, comme je l'ai dit, au niveau de la majorité présidentielle, il ne faut pas qu'on se leurre. L'UP est déjà devant. Le BR est là. Les autres ont allé gagner leur position. Comment, en quoi faisant? Je ne sais pas. Mais c'est à eux de savoir. Puisqu'il n'y a pas d'alliance possible. Mais s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a que des fusions à faire. Pour être fort. Pour être fort. Alors, c'est à eux de savoir faire des fusions. Il y a des fusions tricheries. C'est-à-dire où chacun reste, on fusionne un endroit, mais dans les fêtes, on est toujours séparés. Bon, on en a vu un dans ce pays. Voilà. Et puis après les élections, la guerre reprend. Exactement, telle personne n'a pas mouillé le maillot. Le problème, c'est que s'ils ne le font pas, ce qui va se passer, c'est que tout est lié au parti. Pour recevoir le financement, c'est le parti. Exactement. Si vous fusionnez, vous cassez, c'est le parti qui disparaît. Je pense que là, on est dans une modernisation des partis. Il y a encore des failles, sans doute. Donc, c'est dire que, pour revenir à l'idée première, il faut, quand je dis que les gens doivent se réveiller, c'est à eux de savoir comment veulent-ils se comporter en 2023. S'ils attendent le remaniement pour voir un peu si on me positionne, on ne me positionne pas, je me fâche pas, je dis de fâcher là où créer un nouveau parti, ce n'est pas aussi facile. Entre mai 2021 et avril 2023, de créer un parti, d'avoir une assise et d'avoir le seuil de 10% pour avoir accès aux députés, pour avoir accès au partage des sièges. Alors, si vous n'avez pas le 10% au seuil national, vous n'avez pas accès au partage des sièges. Donc, comment vous allez vous créer quand pour avoir cet seuil? Regardez ceux qui sont sur place. Donc, c'est pour dire que les défis sont grands. Et ça, il faudrait que le paysage des gens comprennent. D'autant que, quand moi je regarde les chamaillements autour de qui a fait quoi, qui n'a pas mouillé le maillot, qui a quadrillé quelle zone pour qui, je dis mais les gars ils n'ont pas compris, les choses ont changé. Et justement on en parle, Agapit Napoléon Maforkan, c'est la guerre quand même des soutiens, on pourrait le dire, il faut mieux se faire voir ou il faut mieux montrer ou défendre, exposer son argumentaire de ce que j'ai contribué donc à l'élection, à la réélection de Patrice Talon pour bénéficier d'un certain nombre de profits. Vous l'avez rappelé que justement un militant ou un politique voudrait surfer, voudrait avoir quand même bénéficié d'un certain nombre d'opportunités. Ce n'est pas mauvais en soi, mais la guerre des soutiens dans la majorité. C'est normal. C'est normal. On ne fait pas la politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Il faut garder ça. C'est des intérêts. C'est des intérêts. Après, il faut que tout ça soit canalisé, soit correct, soit géré. Hein, pour qu'il n'y ait pas trop de cacophonie. La cacophonie, elle est politique, hein. Nous ne l'aurons pas. Mais quand il y en a beaucoup, ça devient brouhaha. Et donc, personne ne s'écoute. Et donc, ça devient du désordre. Je pense que c'est normal que les gens aspirent à des responsabilités. Mais déjà, ce qui va se passer, c'est l'ancrage, c'est votre ancrage dans votre parti. C'est votre positionnement dans le parti. Moi, je lis, on dit on donne tel nom, tel député, artisan de la victoire du parti. Non. D'accord. Tu es artisan, mais tu vaux quoi toi seul? Rien. Quand vous regardez ce qui s'est passé pendant la campagne, il y a eu une coordination nationale de campagne. Ça fait par qui? C'est composé de qui? En tout cas, tous les partis soutenant quand même très bien. Patrice Talon. Et après, chaque parti a mis en place une équipe de campagne. Ça veut dire simplement que le premier critère, l'un des critères, c'est déjà autour des partis politiques soutenant l'action du gouvernement que la nouvelle équipe gouvernementale va prendre corps, sans doute. Après, mais quel est le quota que chacun aura? Mais disons même que les grands partis comme UP, disons même que l'UP a 10. Regardez la gamme des cadres de l'UP. Regardez la densité. Même si l'UP a 10, ça ne fait pas 10 départements. Hein. On a 12 départements. Ça veut dire que l'UP ne peut même pas fermer les 10. Le BR, est-ce qu'il aura le même taux que l'UP? Par rapport à la coordination de campagne, ils ont eu les mêmes taux et de nombre de participants. Oui, mais pas par rapport au membre du gouvernement. Voilà. Là également, qui prend, qui laisse? Quand vous prenez maintenant les autres, le PRD, l'UDBR, Moël, ils ont été associés
à la coordination nationale. Ça veut dire qu'ils seront associés à la gestion du pouvoir. Ils seront au gouvernement. Ils seront combien? Combien on va les donner? On ne peut pas les donner. Même si on donne 5 à chacun. Vous savez ce que ça donne? 5. Mais regardez le cadre autour de l'UDBN. Docteur, machin, responsable ici, directeur de ça, UN et Moël Béné. Alors, donc, quand vous faites le point, il y aura toujours des gens sur le carreau, même si le gouvernement doit composer 50 personnes. Ce qui ne sera pas le cas. Il y aura toujours des mécontents. Il y aura toujours des mécontents. Donc, déjà que les partis anticipent, en sachant que ce n'est pas le parti qui nomme, c'est le chef de l'État. Le parti va faire des propositions et que les partis assument les propositions qu'ils font. En sachant que, oui, il y a des critères. Oui, il faut faire des choix. Et après, ça se poursuit. Il y a les positionnements plus bas. Exactement. Et au niveau de l'administration centrale, dans les sociétés, dans certaines structures, les départements, les préfectures et autres. Mais après, il y en a d'autres qui vont rester, continuer à militer. Alors donc, il faut préparer 2023. C'est de là que découlera la situation de 2026. Et c'est ça qui permettra que le parti continuera, grandira et offrira des possibilités à d'autres militants. Donc, c'est une collégialité, c'est une vision collégiale dans une démarche individuelle. C'est-à-dire, l'ambition est individuelle, mais vous devez aller collégialement. Sinon, vous seul, vous ne pouvez pas impacter. Et le chef de l'État a beau vous aimer, mais combien il a ses amitiés, sans doute. Il aura ses propres alliés, enfin des gens de son propre sérail qui seront au gouvernement. Mais ça, c'est lui, c'est son précaré à lui. Ils seront, là c'est plus facile parce que c'est ses amis. Mais les partis politiques ont des problèmes. Quelque chose qui va se passer, ils auront des problèmes. Après la formation du gouvernement, il faut qu'il anticipe. Est-ce que ce n'est pas pour ça, Agapit Napoléon Mafoy, quand on fait quand même une rétrospection, le gars, il préfère être président de son parti politique quand on voudrait parler des profits. Et donc, il préfère donc discuter directement, qu'on discute directement avec lui. C'était ça, mais aujourd'hui... C'est ça qu'on a traîné jusque-là. Là où maintenant, les choses ont changé. Et donc, il faut maintenant... C'est pour ça que je dis que c'est une démarche collective dans des visions individuelles. C'est une démarche collective ou collégiale. Vous êtes obligé d'aller dans des ensembles aujourd'hui. Et là, même votre propre ambition doit se gérer au sein de votre parti. Au sein de votre collectivité, de votre parti. Voilà. Donc, c'est un choix à faire. Ça, c'est les nouveautés, c'est la réforme. C'est plus compliqué pour vous, pour l'individu. Vous ne pouvez pas avoir un agenda personnel. C'est compliqué, c'est difficile. Parce que, regardez, pour être nommé, vous êtes membre de l'UP, du BR, du Moël, pour être nommé, il faut dire que le parti vous propose et que le chef d'État vous choisit. Avant, parfois même le président de la République pique dans les... Il demande de proposer, les gens proposent et il nomme d'autres. On a vu. Mais aujourd'hui, dans le cadre de renforcement du système, en dehors du précaré présidentiel, les autres vont venir des partis. C'est les partis qui vont les proposer. Pour être membre de la coordination, c'est les partis qui les ont proposés. Donc déjà, il faut que ça montre ce qui a changé. Et donc, les partis politiques au cœur maintenant. Ils sont au cœur. Et maintenant, c'est à eux de se montrer à la hauteur. C'est-à-dire, travailler à renforcer. Certains vont être laissés sur le carreau. Certains vont cailler. C'est comme ça, la vie du groupe. Maintenant, il faudrait à l'interne qu'il y ait une solidarité interne, qu'il y ait une collégialité dans la gestion de certaines situations. Parce que vous avez des gens, ils sont nommés et puis ils oublient le parti. Il faut que ces pratiques-là, certainement, vont changer progressivement. Oui, quitte le parti pour un autre. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas faire la reddition de comptes. Le parti ne peut pas demander des comptes internes à un ministre, c'est sûr. Mais le parti a des valeurs. Et lorsqu'un ministre qui est au gouvernement ne rentre plus dans les valeurs, ou bien ne promeut plus les valeurs, ou bien n'incarne plus les valeurs du parti, normalement, il y a une rupture entre eux. Mais tout ça doit se gérer de manière assez cohérente. Si le militant voudrait... Moi, j'ai vu une dame, pour ne pas parler de Mme Badarou Alimatou, par exemple, qui a été directeur général. Elle est membre du BR. Elle a été directeur général de CNCB. Elle a été... démis de ses fonctions, on doit remplacer, oui. On ne sait pas. Et puis bon, elle est restée quand même BR. L'organisation des femmes. Voilà. Donc, il faut déjà une certaine discipline à l'interne. Vous avez vu, le ministre Abimbola a été sanctionné
par le parti. Membre du gouvernement, vous pouvez voir ça ailleurs avant. C'est pas possible que le parti sanctionne un membre du gouvernement. Avant des avertissements ont été donnés aux maires, à certains maires. Voilà, et pourtant, ils sont là. Ça tourne. Ça montre que des pratiques changent. Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est Patrice Talon qui est là? Oui. Attendez, je dis toujours que c'est une transition. C'est une transition. On va rester dans les si. Parce qu'on n'a pas encore vu l'après-Talon. Donc on est dans du Patrice Talon. On en aura pour 5 ans encore. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on renforce cette pratique-là. Il faut que ce qui est bon, ce que nous avons capitalisé, qu'on les renforce pour qu'on sache que ça, c'est des acquis. On ne peut pas encore dire que c'est des acquis. On ne peut pas encore le dire aujourd'hui. Mais c'est des pratiques à capitaliser. Parce que là, ça montre ce qui a changé. Après, la vie, c'est jamais quelque chose un long fleuve tranquille. Il y a toujours des rebondissements. Mais au moins, il peut y avoir des tempêtes. Mais ce qui est au moins l'acquis, il faut qu'on l'ait. Pour montrer que nous modernisons. On ne se campe pas dans des positions absolument rétrogrades en disant ici c'est le Bénin. Non, nous avançons avec le temps. Et bon, les choses ne resteront jamais fixes. La dialectique matérialiste, tout bouge, tout change, rien n'est statique. Donc, le monde bouge, le monde change. Changeons avec le monde, mais gardons des valeurs qui feront de nous des Béninois. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforkan, consultant politique à ETL. Vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre décryptage, le décryptage de la semaine. On revient dimanche prochain avec beaucoup plus de bonheur, avec notre consultant politique d'ailleurs. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.